Ressentir une réaction physiologique de la peur lorsqu'un animal fait face à un danger réel n'a rien de symbolique. C'est un phénomène purement physique, objectif, tangible. Mais éprouver en plus constamment la même réaction physiologique de la peur quand il n'y a pas le moindre danger remarqué par un individu, c'est une pure abstraction. C'est ainsi que la première fois dans l'histoire de la vie sur la Terre est née l'abstraction. L'abstraction va au-delà du monde de l'objectivité physique. Aucun animal, mais l'homme ne le sait. Toute la nature, à l'exception de l'homme, est confinée au monde de l'objectivité physique. La percée dans cette limitation qui a eu lieu il y a plusieurs dizaines de millions d'années a été l'apparition de l'angoisse comme la première abstraction de plusieurs milliards d'années de vie sur Terre. Ressentir la peur sans raison et la ressentir constamment est précisément cette percée dans l'objectivité physique de la nature. Il est parfaitement légitime de dire que la rupture dans le monde de l'objectivité physique par l'angoisse a permis à la seule espèce animale sur leur nombre incalculable de dépasser la réalité définie par les lois de la nature, les lois inscrites dans les gènes de tous les animaux, et a permis aux êtres humains d'entrer dans une nouvelle réalité, la réalité de l'abstraction. L'abstraction consiste à nier les règles de l'objectivité physique, à se libérer de la limitation de l'objectivité sans esprit, inconsciente. Enfin, il s'agit de se percevoir. Cela semble si peu de se percevoir. Pas grand-chose pour nous, êtres qui ont toujours fonctionné dans cette réalité, la réalité de l'abstraction. Cette réalité est si évidente pour nous que nous avons tendance à l'étendre au-delà du monde humain dans le monde naturel. Pendant ce temps, ce sont deux mondes complètement différents. On peut dire à juste titre que Jupiter et la Terre ont plus en commun que le monde de l'objectivité physique de la nature et le monde de l'angoisse, le monde de l'abstraction humaine. La nature ne comprend pas complètement notre monde. Il n'y a absolument aucun accès. L'apparition de l'angoisse, avec son abstrait, a poussé l'homme dans une dimension supplémentaire de fonctionnement, une dimension qui est à jamais et finalement fermée au reste de la nature. Grâce à l'abstraction inhabituelle de l'angoisse, nous sommes entrés dans une nouvelle dimension d'existence, une dimension symbolique. C'est dans cette dimension que toute la culture humaine, la spiritualité et la civilisation humaine se sont développées. Nous vivons dans le monde de la nature, nous y vivons complètement parce que le corps humain est soumis à ces lois de la même manière que les organismes de tous les autres animaux et plantes. Mais en même temps, nous avons la capacité de fonctionner dans une dimension de plus que le reste de la nature. C'est la dimension née de la première abstraction d'angoisse, du premier symbole à partir duquel alors d'innombrables symboles de pensée sont nés et ont créé la spiritualité, la culture, la civilisation humaine. Afin de produire des concepts abstraits et symboliques, notre cerveau a dû apprendre à effectuer précisément les émissions d'ondes électromagnétiques et a dû les laisser être les porteurs des innombrables symboles contenus dans les pensées. Cet apprentissage peut être comparé à l'apprentissage d'un instrument tel que la guitare. Il faut beaucoup de temps pour maîtriser l'habileté d'appuyer correctement sur les cordes avec les doigts d'une main et de frapper les cordes avec les doigts de l'autre main. Les ondes sonores résultant de différentes longueurs grâce au raccourcissement et à l'allongement de la longueur de la corde vibrante entre les mains d'une personne qui peut déjà jouer de l'instrument forment une mélodie. De même, le cerveau doit apprendre à jouer chaque élément symbolique des pensées. L'apprentissage le plus intense du cerveau, l'apprentissage de jouer les symboles, a lieu pendant la période fœtale et infantile jusqu'à la petite enfance.
Cela arrive spontanément, imperceptiblement pour nous, et c'est d'autant plus facile que cet instrument cérébral joue déjà de toute façon, jouant de l'anxiété. Ce n'est qu'un symbole, mais il est joué avant que le fœtus mature ou le nouveau-né ne commence à apprivoiser l'instrument du cerveau et apprenne ensuite à jouer des symboles avec lui. L'angoisse est le premier symbole de l'histoire de la vie sur Terre, émis par notre cerveau depuis le moment où elle apparaît dans la période fœtale, le premier son, car il est difficile de l'appeler une mélodie. Si oui, alors une mélodie désagréable. L'anxiété qui est l'émission d'ondes constantes du cerveau pendant la veille. Il est évident que ce n'est que pendant les heures de veille. Pourquoi est-ce évident? Pour qu'il n'y a pourquoi n'y a-t-il pas d'anxiété après d'être endormi? C'est là que nous touchons l'origine de la peur en tant qu'anxiété. Maintenant, comme je l'ai mentionné, l'anxiété est une peur mutée. En d'autres termes, il y a 20 quelques millions d'années, il y avait une mutation dans le gène de la peur qui rendait la réponse de peur jusqu'à présent active uniquement lorsque cela était nécessaire, c'est-à-dire lorsqu'il y avait un danger réel perçu, active pendant les heures de veille sans interruption. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus de réaction de peur immédiate. Oui, comme nous le savons bien, un réel danger nous met aussi dans un état de peur, pas d'anxiété. Le lecteur attentif remarquera facilement une contradiction ici. Alors, comment est-ce? L'homme ressent la peur comme anxiété tout au long des heures de veille, toute la journée, et en même temps est capable de réagir immédiatement à un danger aussi avec la peur, mais cette fois la ponctuelle. Donc c'est. Et cette contradiction n'est qu'apparente, elle s'explique facilement. Comme beaucoup s'en souviennent probablement, parce qu'ils concluent les cours de génétique de base dans le cadre des cours de biologie de l'école primaire, les gènes de créatures végétales et animales les plus vivantes, y compris bien sûr les humains, se trouvent dans le soi-disant paire de chromosomes avec un chromosome de père et l'autre de la mère. Chaque caractéristique d'un organisme vivant est codée dans deux gènes, l'un du père et l'autre de la mère. L'expression d'un trait spécifique, phénotype, sera toujours le résultat de l'expression de deux gènes responsables de ce trait. Eh bien, il est presque certain qu'une étrange mutation de l'un des deux gènes de peur, étrange parce que mutation consistant non pas à bloquer son activité, mais à son hyperactivation, que cette mutation vient de donner naissance à notre espèce. Ainsi, l'un des gènes hyperactivés de la peur provoque une peur constante sans raison, sans la présence d'un danger, et l'autre continue à remplir sa fonction originelle, c'est-à-dire la réaction ponctuelle de la mobilisation de l'organisme pour se défendre ou fuir une menace. Là encore, le lecteur attentif semble remarquer notre inexactitude, voire un mensonge. Après tout, personne ne ressent constamment une peur comme de l'anxiété ou une simple peur. On ressent la peur comme de l'angoisse, c'est-à-dire la peur sans raison, mais seulement dans les moments difficiles, au cours de différentes difficultés de la vie. Et en dehors de ces courts moments, nous ne ressentons aucune anxiété. Oui, nous ne le faisons pas. Pour être précis, nous ne le remarquons pas, bien que cela se passe constamment toute la journée. Nous ne le sentons ni ne le remarquons, car nous vivons avec lui, avec elle, depuis notre naissance. Nous nous y sommes habitués. En outre, à partir du moment où nous sommes arrivés dans ce monde, nous apprenions constamment une seule chose, être capable de nous distraire de la peur comme de l'anxiété. Chaque action que nous faisons, particulièrement volontairement, est destinée à nous distraire de l'anxiété. Toutes les activités nous aident à le faire, surtout lorsqu'elles provoquent des pensées agréables.